Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du serpi-officiel.be. J'ai dit bonjour, j'aurais pu dire bonsoir, vous faites comme vous voulez, vous biffez la mention inutile. Tout dépend des circonstances, bien entendu. Aujourd'hui, je vais me lancer dans un exercice un petit peu inhabituel en ce qui me concerne. Donc, c'est pas vraiment non plus un thème particulier, malgré que, ben, je vais vous le dire carrément, il s'agira d'ufologie, mais d'ufologie vue sous un autre angle, celui du scepticisme. Pourquoi pas? Il faut laisser la parole, je vais dire, un petit peu à toutes les opinions. Et ce qui change également, c'est que pour exercer donc cet exercice en question, je vais me baser sur un livre de Michel Monnery que je ne connaissais pas jusqu'ici. Tout ce que je crois savoir, c'est qu'il a œuvré dans le cadre de la célèbre revue Lumière dans la nuit, avec une préface d'un certain Berger. Je vais être obligé pour la circonstance de vous lire des passages que je vais commenter. Alors bon, déjà, première constatation, pour le lire, je serai obligé de remettre mes lunettes, sinon, je vous ai déjà expliqué, je suis totalement incapable de lire quoi que ce soit si je suis dépourvu de mes lunettes, mais je veux également vous démontrer que je connais à fond mes sujets et que je suis en totale improvisation, que je ne lis pas à l'écran, donc je vais devoir les remettre un petit peu comme Horatio, que vous connaissez. Bon, eh bien, pourquoi pas laisser la place justement au scepticisme? L'ufologie, c'est donc, vous le savez, l'étude des ovnis, des objets volants non identifiés. Mais alors pourquoi dit-on ufologie? Ben, ça vient de l'anglais, parce que là, eux, ils disent UFO pour Unidentified Flying Object, ce qui signifie grosso modo la même chose. Les fameuses soucoupes volantes, qui sont d'ailleurs déjà une erreur, mais nous y reviendrons. On pourrait me reprocher également, justement, de lire un livre, et donc de ne pas respecter les droits d'auteur. Mais rassurez-vous, il n'est évidemment pas question pour moi, parce que ça durerait beaucoup trop longtemps, de vous lire la totalité du livre. Je ne pense pas que l'auteur en subirait un préjudice particulier, puisque son ouvrage date de 1977, 1977 pour nos amis français. Donc en principe, maintenant, ben, la plupart des gens sont supposés l'avoir lu, les ufologues aussi. Ce n'était pas mon cas en l'occurrence, c'est un livre que j'ai retrouvé dans mes archives comme ça, un peu par hasard. Et nous allons donc voir, euh, en vous lisant certains passages, les commentaires qu'il y a moyen de tirer là-dessus. Et vous allez voir, donc en ne prenant qu'une toute petite partie, tout ce qu'il y a déjà moyen de dire, tout ce qu'il y a moyen de corriger sur cette opinion qui datait donc de 1977. Alors, eh bien voilà, on va y aller tout de suite. Je mets mes lunettes pour lire, parce que là, bon, j'y suis bien obligé. Vous m'excuserez si vous le voulez bien. Et évidemment, il convient de vous donner le titre de l'ouvrage. C'est « Et si les ovnis n'existaient pas ?» Oui, eh bien, nous avons l'avant-propos par un certain Jacques Vallée, le collège de l'invisible. Les ovnis ne portent pas de masque. Ils sont exactement ce que nous voyons, si seulement nous avions le courage de mettre les statistiques de côté et de regarder le phénomène en face, nous le comprendrions peut-être. Bon, je ne vais pas commenter ce petit passage de Jacques Vallée, extrait du Collège de l'Invisible. C'était un petit peu pour le fun. Un livre, des livres, pourquoi ce livre? Bon, ici, en fait, on se contente de dire qu'il y a déjà beaucoup de livres, même en 1977, sur le sujet OVNI. Donc, je vais devoir passer un petit peu toutes les réparties, mais je vois déjà ici un premier point que je vais essayer de reprendre depuis le début. L'énoncé même se résume le problème et la difficulté de son analyse. En effet, pour étudier les soucoupes volantes, abréviées en SV, il faut y croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même inconsciemment, ce qui rend aléatoire la notion d'objectivité, car la foi
est basé sur les prémices mêmes de ce qu'on se propose d'analyser. Il est bien difficile, mais pas impossible, heureusement, d'arriver à quitter ce cercle vicieux. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai oublié un petit point à propos des copyrights, des droits d'auteur. C'est que, évidemment, on ne peut pas reprendre la totalité d'un ouvrage comme ça et le lire, que ce soit sur Internet ou en le reprenant dans des pages écrites d'un bouquin. Ce serait vraiment très indélicat par rapport à l'auteur et serait aussi redevable donc des droits d'auteur. Par contre, ce qui est autorisé, c'est de reprendre des passages, de courts passages, afin de pouvoir illustrer des propos. Ici, je vais faire un petit peu le contraire. Je vais prendre des passages peut-être un peu plus longs, mais ils seront noyés par mes commentaires. Et c'est surtout les commentaires qui devront être illustrés par ce que je vais lire précédemment, si vous suivez mon raisonnement. Alors donc, apparemment, il faudrait, d'après l'auteur, croire aux ovnis, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et même inconsciemment, ce qui rendrait son étude impossible par rapport à l'objectivité. Alors là, directement, je m'inscris en faux. Ça commence bien dès la première page, mais c'est comme ça. Parce que, par exemple, en ce qui concerne le CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, un principe majeur, un principe de base, réside dans le fait d'avoir une toute autre approche. On ne croit rien au CERPI. Et j'enlève mes lunettes parce que je ne suis pas occupé de lire. On ne croit rien au CERPI, disais-je. D'ailleurs, et ça c'est l'une de mes locutions favorites, le verbe croire s'accommode très mal du vocabulaire scientifique. Or, nous avons précisément une approche scientifique. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'étudier, ce qui est tout à fait différent. Croire, avoir un a priorisme, c'est un principe justement qui est difficile à évacuer. Lorsqu'on procède à une enquête en ufologie, pratiquement tout le monde peut partir d'un préjugé, d'un a priorisme, d'une idée préconçue dont il est très difficile d'en faire abstraction. Je préconise toujours d'essayer de faire l'abstraction de l'a priorisme, mais un certain philosophe que j'ai bien connu en son temps m'a fait la remarque que vouloir faire l'abstraction d'un a priorisme serait déjà un a priorisme. Là aussi, il faut suivre. Je vois ici écrit d'une très belle plume qui représente pour moi un véritable plaisir de pouvoir vous le lire. Une première idée franchement intéressante, me semble-t-il. Alors, allons-y. Avec Michel Monnery, ici c'est le préfacier qui s'exprime. La nouvelle vague de l'ufologie semble se dresser contre les Powells, Bergier et autres charroux, commerçants en étrangeté parapsychologique ou parahistorique. Les florissantes affaires de ces derniers, les copieux tirages de leurs opuscules, leurs nombreux imitateurs prouvent à quel point grave est l'atteinte profonde de l'emprise de cet autre mal de notre siècle, cet incoercible besoin que nous avons de remplacer par d'autres mythes les religions qui tombent peu à peu en désuétude. L'homme est ainsi fait qu'à peine il transforme un rêve en réalité quotidienne, il lui faut un autre fantasme. Alors donc là, on a déjà plusieurs notions, notamment celle de mythe, de remplacement de la religion et de fantasme. Donc tout ceci se rapportant toujours à l'étude des ovnis, à l'ufologie, qu'on peut également nommer, si vous voulez, l'ovnilogie, si vous avez un petit peu peur des anglicismes. Je vais continuer parce que c'est intéressant. Après un siècle qui fut celui de l'esprit et des philosophes, nous transitâmes par un 19e siècle des industries et du rationalisme érigé en système. L'histoire est avant tout anthropomorphe, comme une génération s'affirme en prenant le contre-pied de celle qui la précède. Chaque grand courant d'histoire s'instaure en réaction de ce à quoi il fait suite. Je ne sais quels sous-titres placeront ceux qui nous suivront sur l'étiquette du bocal du XXe siècle, et je signale qu'on en est déjà au XXIe, sur les rayonnages de l'épicerie où nous entassons après classement et répertoriage les expériences humaines.
Nous sommes d'une centurie qui aura vu conquérir le ciel, puis égratigner l'espace, découvrir une maîtrise de l'atome et progresser plus qu'aucune autre. Est-ce science, physique et connaissance de l'animal humain, mais il est encore trop tôt pour tenter de deviner de quel vocable nous disqualifiera-t-on. Là, franchement, je dis chapeau, parce que je le reconnais aisément, je n'ai pas du tout cette plume. J'aimerais pouvoir écrire aussi bien. Donc là, franchement, félicitations à l'auteur préfacier en question. Mais on va arriver, je vais d'ailleurs passer un petit bout ici, pour en arriver à ce qui m'intéresse plus particulièrement. Que l'on se rassure, les ufobsédés, ni l'ufobsession, c'est pas facile à dire, n'en disparaîtront pas pour autant. Cette psychose continuera à combler les vies de vacanciers dans les colonnes de la presse dite grande ou à sensation, en parallèle avec le monstre du Loch Ness, le dernier rhume fessier de la starlette en vogue ou les amours supposés de la princesse de service. C'est amusant. Je ne sais d'ailleurs à quel point l'auteur est-il lui-même guéri de ses regrets, et là, il y a 2 points. Le mythe OVNI est prêt de mourir de sa belle mort et j'ai l'impression d'achever un moribond. Je vous rappelle que ce sont des propos qui datent de 1977. Je le répète parce que ça fait vraiment... c'est vraiment spécial de devoir lire ça. Ici en 2018 en tout cas. Le mythe OVNI est prêt de mourir de sa belle mort et j'ai l'impression d'achever un moribond. Alors là, j'enlève mes lunettes, vous savez pourquoi? Premièrement, le mythe OVNI. Est-ce que l'OVNI est vraiment un mythe? Est-ce qu'on remplace une religion par une autre? La question est intéressante si l'on s'en réfère à la théorie des anciens astronautes, qui voudrait que justement les premiers hommes auraient été en contact avec des extraterrestres, qu'ils auraient, je dirais, pratiquement tout naturellement divinisé. Vous imaginez évidemment des gens qui vivaient il y a des milliers d'années et qui voient arriver des gens dans un engin qui vole déjà, c'est absolument incroyable pour eux, et qui sont nantis de pouvoirs absolument impressionnants dont ils sont très très loin de pouvoir disposer eux-mêmes, qui peuvent désintégrer des choses comme nous pourrions le faire à l'aide d'un rayon laser, par exemple. Bon, pour eux, que peuvent-ils faire d'autre que de les diviniser, se prosterner à leurs pieds, leur obéir au doigt et à l'œil, et évidemment, à partir de là, il y a moyen de faire de bâtir toute une religion. D'autant plus que, on le sait, l'Église, ou disons les religions d'une manière générale, vont s'employer au cours du temps à trafiquer l'enseignement de base, tout en gardant une certaine emprise sur la population. C'est aussi un moyen de pouvoir. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de choses que l'on rencontre à l'heure actuelle, mais c'est une théorie qui date de bien avant 1977, et l'un n'explique pas du tout l'autre, c'est une référence circulaire. Mais donc, l'ufologie serait-elle moribonde et serait-on sur le point de l'achever? Propos de 1977, donc, alors que nous sommes en 2018. Eh bien, aujourd'hui, de nos jours, l'ufologie est bien loin d'être moribonde. Ce qui est moribond, c'est ce livre, qui donne l'impression, si vous voulez, de lire un livre dont au départ, on ne saurait pas où se trouve l'action, je veux dire, sur le plan chronologique, et puis où l'on aurait la désagréable constatation, pour autant que ça ait eu une importance, de voir par exemple que le héros se trouve perdu au milieu des champs, mais très dépourvu parce qu'il ne peut pas demander à qui que ce soit un conseil, un avis, de l'aide, tout simplement parce qu'il n'a pas d'accès au téléphone. Alors que de nos jours, eh bien, tout le monde dispose d'au moins un GSM, sinon d'un smartphone. Et on verrait cet homme désespérément à la recherche d'une cabine téléphonique, alors que ces cabines téléphoniques ont disparu. Nous ne sommes plus à la même époque
les choses ont changé, profondément changé. Par contre, ce qui s'est passé avec l'ufologie, c'est qu'il y a eu une évolution considérable. L'ufologie est bien loin d'être moribonde à l'heure actuelle. Probablement peut-on même dire que on ne s'en est pratiquement jamais autant intéressé que maintenant. Les piles de livres ont continué à s'accumuler, à croître et à embellir, les théories à s'étoffer, mais également les preuves à s'accumuler, et on commence tout doucement à cerner le sujet de manière beaucoup moins vague que ce qui est évoqué dans le livre. Donc là, on a déjà une différence fondamentale. On pouvait s'attendre évidemment à ce qu'il y ait une différence entre 77 et 2018, mais on va voir à quel point cette différence va se creuser par la suite dans les arguments. On a un autre argument qui est évoqué dans ce livre, là je n'ai pas besoin de le lire, je le dis de mémoire, c'est la fameuse contamination psychosociologique, ou sociopsychologique si vous préférez, peu importe le sens dans lequel on le met. Alors, il en a été beaucoup question, il en a été question notamment lors de la vague belge de 1989, et si je le précise, c'est pour rappeler qu'il n'y a pas eu une vague belge, mais il y en a eu 3 au total, une qui a commencé en 89, mais il y en a eu une autre dès 1972-72 pour les Français, et la première datait de 1954, on ne dit pas 44 pour les Français, donc ils auront compris. On a parlé de contamination socio-psychologique, en imaginant donc le fait que c'était le truchement, si vous voulez, l'influence de médias qui auraient incité la population à faire état de manifestations d'OVNI, contamination. Et on a fait une expérience intéressante, effectivement. Dans je ne sais plus quel journal ou quel média, on avait inventé de toutes pièces une observation d'OVNI et éventuellement un appel à témoins auquel beaucoup de gens ont répondu pour dire qu'eux aussi avaient vu cet ovni en question, et en y allant eux-mêmes, chacun donc de leur propre témoignage, avec ses ressemblances éventuelles ou ses incohérences. Le tout, évidemment, c'est que le problème, c'est qu'il n'y avait aucun ovni, c'était une invention pure et simple. Or, les gens avaient réagi à cette médiatisation, il y avait donc bien eu contamination. Mais dans le cas de la vague belge, ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible, d'abord parce que les premières observations ont eu lieu avant la médiatisation. Deuxièmement, j'ai eu la chance de rencontrer l'un des principaux artisans et défenseurs de cette théorie de la contamination sociopsychologique, alias M. Bertrand Méhust. Ça se passait lors de l'une de mes conférences qui s'est déroulée à Paris en 2016, si mes souvenirs sont bons, au sein de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, chez qui j'ai été très bien reçu, et j'en profite pour saluer donc leurs représentants qui ont été très sympathiques, très accueillants avec moi. J'ai donc eu la chance de pouvoir discuter avec ce monsieur qui est revenu de vive voix avec moi sur cette affaire de contamination pour dire que effectivement, dans le cas de la vague belge, c'était totalement impossible. Donc il a fait machine arrière, il est revenu sur ses propres propos, sur lesquels d'ailleurs il avait écrit un petit livre. Donc voilà, il faut abandonner cette idée de la contamination socio-psychologique, sans vouloir dire pour autant que ça ne puisse pas être possible dans certains cas. C'est un principe qui existe, que cette contamination, mais il n'est pas applicable, en tout cas dans la vague belge, et la vague belge, c'est tout de même une affaire de, au bas mot, 3000, 3500 témoignages, dont celui de personnes dotées d'un important statut de crédibilité. Donc, rappelons-le, la contamination psychosociologique est parfaitement incapable d'expliquer la totalité des phénomènes ufologiques, et on est très très loin du compte. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que l'on présente donc Michel Monnery, l'auteur du livre en question, « Et si les ovnis n'existaient pas ?», comme un ufologue repenti.
c'est-à-dire donc au début qui était animé d'une certaine croyance, un certain a priorisme. En tout cas, il étudiait avec objectivité malgré tout un sujet pour s'en détacher par la suite et y devenir plus ou moins réfractaire, c'est-à-dire en tout cas sceptique. Le titre du livre est évocateur à ce sujet, hein, et si les ovnis n'existaient pas, on est bien dans un cadre sceptique. Alors là, je voudrais quand même vous citer une petite anecdote, parce que j'ai connu un enquêteur très réputé et très valable, j'insiste parce que c'était vraiment une personne de qualité dont je ne révélerai pas le nom pour des raisons que vous comprendrez évidentes par la suite, et qui également avait viré de bord et s'était présenté subitement comme un sceptique par rapport à l'ufologie. Il était devenu sceptique et prétendait que l'ufologie n'était pas étudiable scientifiquement, ce qui ne l'empêchait toutefois pas de réaliser encore de nombreuses conférences dans lesquelles, bien entendu, il démontait certains témoignages pour leur donner des explications rationnelles. Ce en quoi je n'ai absolument aucune objection, parce qu'il est vrai que, en ufologie, de nombreux témoignages peuvent s'expliquer de manière rationnelle par des affabulations, des mensonges, des confusions, des erreurs d'appréciation ou d'autres choses qui sont de nature tout à fait humaine, des prototypes, des appareils dont nous connaissons parfaitement la technologie. Mais il se fait que ce monsieur en question, avec un collègue également décédé, donc ils sont tous les deux décédés à l'heure actuelle, bien malheureusement d'ailleurs, parce que c'était deux personnes de haute qualité et que j'appréciais vraiment. Il réalisait donc avec ce collègue en question une enquête pas piquée des vers, dont nous avons plus ou moins repris la trame au Serpi, à la seule différence près que eux étaient allés beaucoup plus loin, parce que l'époque à laquelle ils avaient commencé donc cette enquête était beaucoup plus favorable que celle de maintenant. Et ce qu'ils avaient découvert était époustouflant. Était non seulement époustouflant, mais également très dangereux, dangereux pour leur santé d'une manière bien particulière. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient découvert représentait en lui-même un danger, mais également son environnement, l'environnement de cette découverte. Et alors quand je parle de l'environnement, je ne parle pas du décor, du paysage, je veux dire ce qui intervient, ce qui interfère autour, et qui se présente notamment, comment vais-je dire, eh bien pour le dire comme ça, je dirais, sous la forme de ce que l'on surnomme la grande muette, de laquelle je ne parlerai pas puisqu'elle ne s'exprime pas. Donc, en ne disant pas de quoi il s'agit à propos de cette chose qui ne parle pas, je pense que j'exprime très bien ce dont on veut parler. Si vous m'avez suivi, je veux bien croire que ce soit peut-être un peu difficile, mais si vous avez un petit peu d'astuce, vous devriez comprendre de quoi je vais parler. Or, ceci est donc tout à fait contradictoire avec les propos sceptiques de ce livre. Et ce qu'il convient de retenir, en fait, de ce scepticisme nouveau de la part de cet enquêteur, c'est qu'en réalité, il s'agissait surtout d'une diversion. Ce monsieur se faisait désormais passer pour un sceptique, pour éviter d'attirer les soupçons, d'attirer l'attention sur lui, et de pouvoir lui permettre de vaquer correctement à cette enquête très difficile, très éprouvante, très dangereuse et très prometteuse. Malheureusement, l'individu, je vous l'ai dit, est décédé, de même que son collègue. Sont-ils décédés à cause de ce qu'ils ont découvert? C'est une autre question. J'aurais tendance à répondre que non, ou alors peut-être indirectement. Ce sont des propos qui font un peu peur quand même, hein, aussi. Donc on va revenir à des choses plus réjouissantes, rassurez-vous. Alors, avant d'aller plus loin, il conviendrait quand même évidemment que je vous montre la couverture du livre. J'espère qu'elle est dans le bon sens. Toujours là. Hein. Bon, comme ça, bon, ça fait un petit peu de publicité pour le livre de Michel Monnery, malgré que, bon, plus de 40 ans après, je ne sais pas si ça aura réellement un grand impact.
Pour en revenir à nos moutons, je vais noter dans mes petits papiers ici, donc, le terme anthropomorphisme, en même temps que fantasme, mythe, etc., et guérison de l'ufologie. Donc il y a encore pas mal de points à éclaircir. Alors l'anthropomorphisme, c'est un beau mot qui signifie finalement avoir la forme humaine. Bon, ça nous amène à quoi? Puisqu'on est dans un cadre sceptique, euh, à juger de l'obsession de voir dans d'éventuels extraterrestres ceux-ci comme revêtant une forme qui ressemble à la nôtre ou qui soit identique à la nôtre. Pourquoi cette obsession? Bien parce qu'en fait, au lieu d'anthropomorphisme, on aurait peut-être dû plutôt parler d'anthropocentrisme. Alors, l'anthropocentrisme provient notamment de la religion. Vous allez voir qu'on va revenir pratiquement automatiquement à notre fameuse théorie des anciens astronautes. Qu'est-ce que la religion a à voir là-dedans? Eh bien, c'est simple. La Terre et l'être humain ont été créés par Dieu, si l'on en croit l'enseignement. Donc forcément, ces créatures ne pouvaient être que parfaites. Il faut croire qu'en ce qui me concerne, avec tous les défauts qui sont les miens, je dois provenir d'ailleurs. Hein. Bon, peut-être que je suis moi-même un extraterrestre. Bon, ça c'est de l'humour, quoique. Euh, donc, déjà, on a du mal, pour certains professeurs de religion aussi, d'imaginer que Dieu aurait pu envoyer son Fils une deuxième fois sur une autre planète pour faire le même sacrifice, etc. Donc forcément, donc, l'homme devait être le seul dans l'univers. De la même manière, la Terre devait être la planète principale. C'est la raison pour laquelle on imaginait que le Soleil tournait autour. Et quelle désillusion de s'apercevoir qu'il n'en était rien et que la Terre, au contraire, était tributaire de ce fameux Soleil. C'était d'autant plus embêtant, d'ailleurs, au niveau religieux, que le Soleil avait lui-même précédemment été considéré comme un dieu. Il avait été divinisé. C'était le dieu Ra, hein, le dieu Soleil. Alors moi je me pose une autre question, tant qu'on y est dans ces histoires d'anthropomorphisme. Si l'on en croit toujours l'enseignement religieux, du moins celui que moi j'ai reçu, les premiers êtres humains étaient Adam et Ève, que l'on retrouve donc dans le jardin d'Éden, et s'ils y sont, ce n'est certainement pas par hasard. Ça, c'est pour faire une petite allusion à Eden Hazard. On est en pleine Coupe du Monde où on ne l'est pas, et on est belge où on ne l'est pas. Mais si vous regardez des représentations d'Adam et Ève, qu'est-ce que vous constatez? Vous pouvez en faire l'expérience par vous-même. Hein. Vous prenez un moteur de recherche célèbre, celui de votre choix, vous tapez Adam et Ève, vous demandez à voir la série d'images proposées en rapport à ce sujet, et vous allez remarquer un petit détail, mais qui a quand même son importance. C'est que aussi bien Adam que Ève, premier homme, première femme, disposent tous les deux d'un nombril. On se demanderait bien pourquoi. C'est une question aussi qui mérite d'être méditée. Parce que s'ils sont les premiers, on ne voit pas tellement l'utilité, là, quand même. Bon. Alors, pour revenir sur le sujet de la guérison, entre guillemets, de l'ufologue converti, donc au scepticisme vis-à-vis de l'ufologie, eh bien, l'auteur s'emploie bien évidemment à étayer cette hypothèse de plusieurs arguments qu'il décrit très bien d'ailleurs, mais que je vais devoir lire, non seulement parce que c'est bien écrit que ça vaut le coup d'œil, mais en plus parce que ce sera mieux comme ça pour la compréhension. Donc vous m'excuserez, ici, je lis. Je vous le dis, je ne le cache pas. Hein. Bon. Alors, le but de l'histoire, c'est d'expliquer qu'en fait, les gens qui feraient des observations de manifestations ovni seraient dans un état plus ou moins second. Pour vouloir faire un petit jeu de mots, ils seraient déjà un peu dans la lune. Ils seraient dans un état de passivité par rapport à leur conscience, à leur caractère d'objectivité. Enfin bon, je vais lire, vous allez mieux comprendre. Le déroulement du rêve, ça c'est le titre. Lorsqu'allongé dans votre lit, vous essayez d'occulter vos sens,
de ne plus rien voir et de ne plus rien entendre, vous êtes assailli par des images qui viennent de votre inconscient. Jusque-là, je suis d'accord. Hallucination hypnagogique ou pré-onirique, entre parenthèses, ce sont des références Muller-Maury citées par Freud, référence célèbre s'il en est. Il faut, pour qu'elles apparaissent, une certaine passivité de l'esprit, un relâchement de l'attention, c'est bien de cela dont je vous parlais. Ce relâchement entre deux activités apparaît-il dans les enquêtes ufologiques? Point d'interrogation. Prenons le dernier numéro de notre revue Lumière dans la nuit, au jour où j'écris ces lignes, c'est lui qui le dit, hein. C'est le numéro 162, et voyons les circonstances de début des observations si elles sont précisées. Et il y a justement après quelques exemples que je vais vous citer, et cette fois-ci en faisant des commentaires. Je ne vais pas passer mon temps chaque fois à mettre les lunettes, les retirer, Horatio, d'accord, c'est pas la même série, hein. Alors, il y a des touristes dîner sur la terrasse. Oui, d'accord, ils sont occupés de manger, ils discutent éventuellement ensemble, donc il y a un certain relâchement de l'esprit, je veux bien, mais j'ai rarement vu quelqu'un s'endormir alors qu'il est occupé de manger, hein, ou d'être dans un état vraiment somnolent, à moins que, en mangeant, il ait aussi abusé un petit peu de la bouteille. Par contre, ce qui arrive plus fréquemment, c'est l'un des tests que l'on subit pour dépister, par exemple, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est après le repas, on peut avoir effectivement un certain assouplissement. Mais c'est autre chose. Ça, c'est la phase qui suit, et ce n'est pas automatique non plus. Le témoin arrive en voiture. Alors là, dans ce cas-ci, il faut supposer qu'il arrive, il est complètement crevé. Le type, hein, il a fait Loré-les-Mares-Soigny, 1500 km d'affilée, comme ça, sans arrêt, sauf pour prendre du carburant. Et il arrive, bon. Non, quand même, bon, si un témoin arrive en voiture, qui fait son observation, qu'il relate, qu'il en parle à des ufologues ou éventuellement aux autorités, on peut quand même supposer qu'il a encore assez de lucidité, hein, faut pas rêver non plus, enfin, si on peut dire. Troisième exemple, ils attendaient la venue de deux autres copains. Ah oui, ça peut arriver. On attend, on va siffler sur la colline avec un petit bouquet d'églantines, on a sifflé tant qu'on a pu, elle n'est jamais venue, hein, et pendant ce temps-là, ben, effectivement, on pourrait s'endormir. Bon, la rigueur, admettons. Bon. Les 4 témoins prennent l'air devant la maison. Ah oui, surtout à 4, on va prendre l'air et on va s'endormir, ensemble, à 4. Oui. Ok, très vraisemblable. Je somnolais. Là, ça, c'est clair. Il n'y a pas moyen de dire autrement, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est être d'accord avec l'auteur. Là, le témoin admet, je somnolais. Bon, ok. Je m'apprêtais à clore les persiennes. Alors, il faut croire que le type il était déjà fatigué avant, au point de se dire, maintenant, je vais passer à des activités beaucoup plus calmes et probablement horizontales. C'est pour ça que je vais fermer les persiennes. Et généralement, quand on ferme les persiennes, eh bien, on voit moins l'autre côté de la fenêtre. Bon, enfin, soit. J'étais à bord de mon camion. Même chose là. Le type il conduit, il est à bord de son camion, il va faire une observation ufologique, mais il est quand même occupé de s'endormir. On suppose donc que toutes les personnes qui conduisent un camion, une voiture, sont perpétuellement en état de prise somnolence, sur le point de s'endormir et donc de se ficher dans le décor. Ce sont des choses qui arrivent, oui, d'accord, bien entendu, c'est bien connu, c'est un grand classique. On ne va pas dire le contraire, mais on ne peut évidemment pas généraliser. Qu'est-ce que nous avons donc d'autre à nous mettre sous la dent? Alors ici, bon, ben, on nomme quelqu'un. Sylvie finit de manger dehors en s'amusant. J'ai déjà parlé du repas, de l'après-repas, mais là, on dit que Sylvie a fini de manger dehors en s'amusant. Donc, elle s'en va, elle court, elle saute, elle fait des cumulets, et elle s'endort. Non, on veut sans doute dire, plus exactement, que puisqu'elle s'amuse, il y a un relâchement de son objectivité. Dans ce sens-là, on peut éventuellement l'admettre. Exemple suivant, j'allais, comme tous les soirs, mettre ma voiture au garage. Là aussi, c'est bien connu. Tous les gens qui vont mettre leur voiture au garage,
Puis là, on va supposer que ça se passe le soir. Remarquez qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, hein, donc c'est pas forcément toujours le cas non plus. Et bien ces gens qui vont mettre leur voiture au garage, donc ben, systématiquement après ils s'endorment. D'ailleurs ils dorment couramment dans leur garage, c'est tout à fait logique. Monsieur G était sur sa terrasse, il prenait le frais. On a déjà cité ce genre d'exemple. Hein. J'étais en vélo, et là on a mis le en entre guillemets pour signaler qu'il s'agit d'une erreur de français. Il faut dire j'étais à vélo. Là aussi, ça peut arriver, mais il faut vraiment pas généraliser. Les gens qui passent à vélo sont pas tous sur le point de s'endormir. Je pense pas, il vaut mieux d'ailleurs. Quoi d'autre? Le témoin était descendu promener son chien. Ça me fait rire aussi, ça. Donc, il était dans un état de relâchement. Difficulté d'avoir un esprit vraiment rationnel, objectif, parce qu'il promène son chien. C'est vrai que ça détourne l'attention d'être occupé avec le chien, on ne pense pas forcément aux choses aérospatiales, d'accord, dans ce sens-là. Quant à imaginer que le type est sur le point de s'endormir en promenant son chien, il aurait intérêt à balader un chihuahua, vous savez, ou une espèce de petite brosse à dents avec 2 ou 3 poils. Hein. Parce que bon, en ce qui me concerne, si je balade mon hamster, j'ai pas intérêt à m'endormir parce que c'est lui qui va me promener, c'est pas moi. Hein. Donc là, il faut quand même faire la distinction. Hein. Même chose avec l'exemple suivant, mademoiselle, elle promène son chien. Bon, donc voilà, je pense que c'est assez clair. Les exemples qui sont cités ici ne peuvent en aucun cas être généralisés. C'est un petit peu comme pour la contamination socio-psychologique. Ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qui arrivent, mais qu'il faut absolument relativiser. On ne peut pas mettre toutes les observations ufologiques sur le compte de ce genre de choses. Ça ne tient absolument pas debout. Voilà, apparemment, nous avons rencontré quelques petits problèmes au niveau de l'image et dont je vous prie de bien vouloir nous excuser. Il semblerait qu'ils soient à présent résolus, alors donc je vais continuer cet exposé dans lequel nous parlions d'anthropocentrisme et d'anthropomorphisme. Mais je vais me centrer sur l'anthropocentrisme, puisque nous avons un livre qui date de 1977, et si des ovnis n'existaient pas, donc centré scepticisme, pour dire que à cette époque, on prétendait volontiers, ça a encore duré pendant quelques années par la suite d'ailleurs, que il n'y avait que sur Terre qu'on pouvait trouver des êtres intelligents, l'homme en l'occurrence, et que il n'y avait pas de possibilité de trouver donc des extraterrestres, des martiens ou quoi que ce soit dans notre système solaire, tout simplement parce que les conditions de vie que l'on pouvait trouver sur les différentes planètes ne permettaient pas le développement de la vie telle que nous le connaissons. Toutefois, à condition de faire un petit peu de science-fiction, on pouvait déjà s'imaginer quand même le développement d'une autre forme de vie avec d'autres critères répondant à d'autres impératifs. Mais évidemment, on va essayer de rester dans le vraisemblable et de partir beaucoup moins dans la science-fiction en se disant qu'entre-temps, les années passant, c'est pas l'ufologie qui est moribonde, ce sont les propos du livre en question, puisque entre-temps on a découvert des milliers d'exoplanètes, autrement dit des planètes qui présentent grosso modo les mêmes caractéristiques que la Terre et qui sont donc susceptibles d'abriter ou de permettre le développement de la vie humaine telle que nous la connaissons. Ça, c'est un point déjà très important. L'homme également n'est pas vraiment en mesure de s'imaginer à quel point l'univers est vaste et à quel point, si vous voulez, sur un point de vue purement probabiliste, mathématique, statistique, le fait que l'homme soit le seul être intelligent dans cet univers représente grosso modo une aberration. Il aurait fallu, selon certains, que pour que l'homme apparaisse sur Terre, 1 milliard de coïncidences. Et dans tout cet univers, ça ne peut pas se reproduire. C'est à la fois cohérent et à la fois stupide. Donc finalement, ce qui paraît aberrant à l'heure actuelle, ce serait de considérer que les extraterrestres n'existeraient pas. Vous voyez donc l'évolution. Par contre, il y a un autre problème avec ces exoplanètes et ces extraterrestres, qu'on va quand même qualifier d'éventuels. Ça se présente sous la forme de l'une des sacro-saintes lois de notre chère physique,
celle relative à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km à la seconde. En effet, ces extraterrestres vivraient tellement loin de nous, à des années-lumière de distance, que leur visite sur notre planète serait pratiquement inenvisageable, tout simplement parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Le temps de venir chez nous et de retourner sur leur planète, une vie ne leur suffirait pas. Mais là, encore, on est dans l'anthropocentrisme. On se rapporte uniquement à l'être humain. Nous ne parvenons pas, apparemment, à imaginer que des êtres qui vivraient sur une autre planète, très très loin de nous, beaucoup plus évolués, pourraient également disposer d'une plus grande espérance de vie que la nôtre. Après tout, il y a à peine quelques centaines d'années, si on compare avec la période actuelle, l'espérance de vie de l'être humain a doublé, sinon triplé. Donc si on envisage une population qui vivrait très très loin de nous et qui serait beaucoup plus évoluée, pourquoi pas, tout simplement. C'est une question. Et là, c'est plus vraiment de la science-fiction, c'est une possibilité. Il faut noter, à ce point de vue-là, et là, c'est pas de la science-fiction, c'est de la science et il s'agit de données actuelles. Vous pourriez en trouver très facilement la vérification par une visite, une petite recherche sur le net. Il existe une entreprise, une institution très connue qui prétend que l'homme immortel, vivant donc éternellement, aurait déjà maintenant vu le jour, vivrait déjà parmi nous. Ça donne à réfléchir. Ça paraît de la science-fiction. Et pourtant, c'est de la science tout court. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Faites les recherches par vous-même, vous verrez si je vous invente des histoires ou s'il est bien question de réalité. Alors jusqu'ici, on a pu croire que je me montrais exagérément critique vis-à-vis du livre de Michel Monnery et si les ovnis n'existaient pas. Mais en fait, il faut bien reconnaître que ce livre n'est pas du tout désagréable, il est au contraire amusant parce qu'il y a parfois de l'humour, qui est bien écrit, j'ai déjà dit, j'ai déjà fait un coup de chapeau donc à la plume de l'auteur et de son préfacier. C'est un livre qui aussi, pour la personne qui débute complètement en ufologie, n'est pas d'une lecture totalement inutile. On apprend quand même certaines choses, certains cas célèbres, comme celui de l'île de la Réunion, où nous avons sur place des correspondants, des enquêteurs, qui nous permettent d'avoir du recul. Mais le principal défaut de ce livre, c'est d'avoir mal vieilli. Parce que la situation ufologique en 2018 est totalement différente de celle de 1977. On a parlé également de fantasmes, et il faut dire que c'est vrai, il fut un temps, à l'époque concernée, où l'on fantasmait volontiers sur cette histoire d'extraterrestres. Il y avait plusieurs raisons à ça, et notamment l'existence de la guerre froide. Donc c'était après la guerre 40-45, rivalité entre les États-Unis et la Russie, course à l'armement, la bombe atomique, etc. La crainte aussi, un peu floue, vague, de quelque chose d'autre, d'encore pire que ce qu'on avait vécu pendant ces atroces années de conflit mondial. Qu'est-ce qui pouvait encore arriver, sinon, par exemple, que le ciel nous tombe sous la tête, sous une autre forme que celle vue dans les aventures d'Astérix, à savoir que nous ferions l'objet d'une invasion extraterrestre. Tout ça était basé, par exemple, sur l'affaire de Roswell et de Kenneth Arnold qui datait de 1947, donc justement directement après la guerre. Et puis il y avait aussi toute l'influence de la bande dessinée, des œuvres cinématographiques, tout ce qu'on racontait, de tout ce qu'on imaginait. Et tout ça avait effectivement un effet de contamination psychosociologique qui jouait bel et bien son rôle. Mais l'ufologie souffrait à cette époque d'un grand défaut, parce que les sceptiques avaient beau jeu de dire, à juste titre d'ailleurs, que tout cela
n'était finalement que du fantasme parce que, à propos des phénomènes ufologiques, de ces manifestations de soi-disant extraterrestres, on ne disposait toujours d'aucune preuve. On avait bien des photos, mais de tout temps, les photos, on a pu les truquer, et ça ne s'est pas arrangé avec les années, puisque, bon, ben, vous le savez comme moi, les logiciels de retouche permettent de faire de grandes choses, et donc ces photos ne servent pas à grand-chose, pour ne pas dire qu'elles ne servent à rien, puisque en plus, de toute façon, elles peuvent rarement, voire jamais, servir de preuve indubitable. Surtout, il n'y avait pas d'éléments concrets, je veux dire en dur. On n'avait jamais retrouvé une pièce d'une soucoupe volante, sauf d'après ce que certains prétendaient à propos de l'affaire de Roswell. Alors là, je ne vais pas me faire affirmatif, euh, parce que bon, le sujet reste à creuser, il y a toujours là aussi un certain flou. Il n'est pas absolument impossible que l'on ait pu récupérer, pour autant bien entendu donc que l'histoire du crash de Roswell soit authentique, que l'on ait pu récupérer certaines choses dans un vaisseau spatial qui se serait écrasé donc du côté de Corona. Mais j'éprouve quand même certains doutes qui me paraissent assez logiques, et vous allez le comprendre facilement. Si ces extraterrestres existent, ils sont forcément beaucoup plus évolués au point de vue technologique, au point de vue scientifique que nous. Et retrouver les pièces de l'un de ces appareils, ce serait un petit peu le même cas que si on délivrait aux gens qui vivaient à l'époque de Jésus-Christ un poste de télévision. Vous les imaginez. Ils sont là, voilà, ils trouvent un poste de télévision. C'est complètement anachronique. Ils ne savent pas du tout ce que c'est, à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec. Il examine, il tripote un petit peu sur les boutons. Que voulez-vous qu'ils obtiennent? De toute façon, ils ne pourraient pas l'allumer, ils n'ont pas d'électricité. Même s'ils l'allumaient, ils ne pourraient rien recevoir, puisqu'il n'y a pas d'émission, et donc il n'y a forcément pas non plus de réception. Donc, c'est rien à en faire. Ils l'ouvrent, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Des pièces dont ils n'ont aucune idée de ce comment est-ce que c'est fabriqué, qu'est-ce qu'on peut en faire, ce que ça donne, et ils sont incapables de les reproduire parce que ça ne correspond pas à leur époque, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la technicité, ils n'ont pas la science pour pouvoir l'utiliser. Nous aurions été en 1947 dans une situation très semblable, me semble-t-il. Cela dit, ne sous-estimons pas non plus les capacités humaines et imaginons qu'on aurait quand même pu récupérer certaines choses comme des matériaux, des fibres optiques ou des choses, et que à l'heure actuelle, nous utiliserions, je le mets au conditionnel prudent, ne l'oublions pas, euh, au quotidien, donc, des choses qui proviendraient éventuellement d'une certaine rétro-ingénierie partielle du crash de Roswell. Mais pour revenir sur des choses beaucoup plus terre à terre, il faut situer maintenant donc la différence profonde qui existe entre l'ufologie du temps du livre de Michel Monnery et ce qui existe actuellement. Parce que, en fait, les preuves concrètes de l'existence, alors d'une part, du phénomène ovni et d'autre part d'une présence extraterrestre ou supposée telle, parce que ça pourrait se présenter également sous une autre forme, pas forcément extraterrestre, mais quelque chose d'extraordinaire, nous en disposons. Nous en disposons, et là, je vais peut-être faire des redites pour ceux qui ont vu d'autres vidéos à ce sujet, mais ça mérite d'être répété pour enfoncer le clou face à tous ces gens qui disent on ne dispose pas de preuves. Si, on dispose de preuves. Il faut rappeler à ce sujet, par exemple, les travaux du docteur Lear, qui ont consisté en l'étude de ce que l'on a considéré d'abord comme des implants qui auraient pu être de nature extraterrestre. On ne va pas encore aller si loin, on va dire simplement qu'on a retrouvé dans le corps humain des choses qui normalement ne devaient pas s'y trouver. Alors bon, on a analysé ça scrupuleusement, médicalement, avec les moyens adéquats, et
restons tout à fait honnêtes pour la question, on n'a pas découvert un élément inconnu sur Terre, un élément qui ne figurerait pas dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Ce qu'on a trouvé, il figure bien, à la différence près que les substances en question n'existent pas sur Terre dans les proportions rencontrées. Et ça en fait une bizarrerie importante, considérable. Il y a toujours les témoignages par millions de personnes qui ont aperçu des phénomènes, des manifestations ufologiques parfois assez délirantes. Ça reste néanmoins toujours des témoignages humains et donc, par définition, faillibles, quel que soit le degré de statut de crédibilité des personnes. Mais en dépit de cela, on a dépassé ce stade, on a bel et bien obtenu des éléments concrets, donc des pièces, de manière absolument indubitable, dans d'autres parties du monde, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, contrairement à ce que l'on pourrait croire, des éléments qui, eux, n'appartiennent pas à ce tableau périodique et posent de nombreuses questions aux savants qui les étudient, notamment par leurs propriétés remarquables. Propriétés remarquables dont l'une mérite d'être signalée justement en l'occurrence, ce serait cette faculté, par exemple, d'occulter certaines autres pièces appartenant à des objets ufologiques sur des clichés photographiques. Donc ça ferait partie de la technique de camouflage existant dans la technologie ufologique. C'est important puisqu'on remarque une manière de brouiller les pistes ou en tout cas les recherches. Tout cela donc se trouve en laboratoire en même temps que d'autres pièces. Et pour terminer, on peut également évoquer maintenant donc les avancées qui ont été exprimées par notamment M. Luis Elizondo, la TTSA, entendez la To the Star Academy in Science, l'intervention également du Pentagone qui a révélé des recherches secrètes exercées dans le domaine ufologique, lesquelles démontrent à souhait que le gouvernement américain, en tout cas, a accordé toute son importance à l'ufologie. Et que, même à défaut d'extraterrestres, le phénomène OVNI, lui, existe bel et bien. C'est-à-dire, niveau de base, il se passe bien dans le ciel des pays du monde entier, des choses bizarres qui ne reçoivent pas, à l'heure actuelle, d'explication rationnelle. Donc, le phénomène OVNI, c'est du réel, c'est du solide, et maintenant, on a même des preuves d'une existence que l'on pourrait attribuer à celle d'extraterrestres. Mais je n'ai toujours pas prétendu qu'il s'agissait bel et bien d'extraterrestres. Encore une fois, il peut s'agir de quelque chose d'extraordinaire, mais pas forcément d'extraterrestre. Mais c'est déjà pas mal. Avant d'en terminer avec ce long exercice, c'est une drôle de liaison, ce long exercice, on va dire en français correct, ce long exercice donc d'improvisation, vous imaginez, ça fait donc maintenant à peu près 1 heure que je m'exprime en improvisation totale devant vous. Enfin bon, donc avant de terminer ceci, je vais vous donner quelques petits conseils par rapport à l'ufologie, que vous soyez un amateur du genre ou déjà un petit peu plus évolué, vous avez peut-être tendance à sombrer dans certains pièges. Le premier, je l'ai dit, c'est de croire que le phénomène OVNI soit simplement à réserver aux hallucinés, aux illuminés de tout poil, voire aux alcooliques, etc. Ce n'est pas parce que l'on observe des choses très bizarres, voire invraisemblables, que cela n'existe pas. Ça, c'est déjà une première chose. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez plus le terme soucoupe volante. D'abord parce que cela provient d'une erreur de retranscription journalistique. Alors bon, déjà,
les journalistes, ils sont parfois à côté de leur pompe en matière de beaucoup de choses d'ailleurs, mais en matière d'ufologie aussi. Alors, comme en plus, dès le départ, c'est une erreur, ne répétez plus cette double, sinon triple erreur. Les manifestations ufologiques sont loin de revêtir toujours la forme d'une soucoupe volante. Il suffit déjà de penser, rien que pour la petite Belgique, au triangle de la vague belge, ou aux cigares de Toricourt, et pas seulement de Toricourt, ou aussi de toutes sortes d'amas plus ou moins difformes, sans compter toutes les autres formes possibles, euh, formes ovoïdes par exemple, euh, et tout ce qu'on peut encore imaginer. On a été jusqu'à trouver un enquêteur donc qui lui avait jugé le phénomène ovni comme pratiquement invraisemblable à cause du nombre effarant à ses yeux de formes différentes que pouvaient représenter ces vaisseaux, on va dire ça comme ça, ces vaisseaux supposés spatiaux. Pour lui, il y en avait trop, et donc c'était invraisemblable. Ben, pour moi, c'est une réflexion qui n'a guère de sens, parce que, bon, il ne faut pas oublier que l'ufologie ne date pas de 1947, mais remonte à la plus lointaine antiquité. Mais si on ne prend que la dernière centaine de nos années, et que vous imaginez une marque automobile, vous prenez un ensemble d'images, vous remontez dans le temps, et vous voyez les différences de modèles, les différences d'apparence et de performance, bien entendu. C'est évident que tout cela peut évoluer, peut changer, et ça peut tout à fait y en aller de même pour des êtres qui seraient venus d'ailleurs et qui viendraient avec des vaisseaux, des véhicules qui changeraient en fonction de l'époque et de leur propre évolution technique. Alors, aussi un autre conseil, évitez désormais de parler de petits bonshommes verts. Pourquoi? Ben parce que c'est une façon un petit peu non seulement désuète de s'exprimer, mais en plus, bon, qui provient des comics et tout ça. On peut remarquer dans l'étude ufologique qu'on est loin de toujours avoir des petits bonshommes verts. Ils peuvent être petits, ils peuvent être grands, ils peuvent être verts, ils peuvent être gris, ils peuvent être bleus, ils peuvent être de type nordique. Il y a 36 sortes qui nous permettraient d'envisager que nous ne serions pas visités par une seule sorte, une seule race, si je puis m'exprimer ainsi, donc d'extraterrestres, mais peut-être de beaucoup plus, ou seulement de quelques-unes. Et ce n'est pas contradictoire avec la théorie des anciens astronautes. Je ne vais pas épiloguer sur ce sujet qui nous mènerait trop loin. Mais avant de nous quitter, je vais quand même vous proposer la lecture de deux livres qui me paraissent particulièrement intéressants et susceptibles de vous apprendre énormément de choses. Alors, parmi ces deux livres, il y a d'abord le Roswell russe de Stonehill et Mantle de l'Académie française d'ufologie, excusez du peu, donc c'est une référence. Petit défaut quand même à exprimer, si on peut dire qu'il s'agit d'un défaut, c'est que vous allez forcément y rencontrer pas mal de noms de localités, d'endroits ou de références à consonance russe, et donc ça alourdit un petit peu la lecture, mais le contenu est costaud. Il vous permettra d'apprendre beaucoup de choses. Lisez-le, c'est mon premier bon conseil. Un deuxième conseil, suggestion de lecture importante que je viens vous formuler, et là j'ai quand même besoin de mes lunettes parce que je vais devoir lire. Alors, c'est le livre OVNI et conscience que je vous présente ici, avec belle couverture, qui émane, lui, d'un collectif, un collectif notamment aussi de personnages appartenant à l'Académie française d'ufologie. C'est un livre qui a été écrit sous la direction de Fabrice Bonvin, euh, avec des chapitres assurés notamment par exemple par Philippe Guillemant, qui est un physicien
travaille également plutôt dans l'intelligence artificielle. Et non seulement c'est un scientifique, un physicien, mais c'est aussi une personne qui est occupée de se faire un nom pour l'instant par ses conférences, par ses hypothèses, ses avancées. C'est intéressant ce qu'il raconte. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça mérite en tout cas une lecture attentive. On a également Jean-Jacques Jaillat, Romuald Le Terrier, Daniel Robin, qui pour moi est un interlocuteur plus que valable, qui a des idées très intéressantes également en matière d'ufologie. Je le salue au passage. Et il y a encore Philippe Solal et Eric Zürcher. Voilà, je pense vous avoir dit le principal de ce que j'avais à vous dire pour l'instant, que ça ne vous empêche pas de lire quand même Michel Monnery avec son livre « Et si les ovnis n'existaient pas ?» Et maintenant, je pense que vous avez une autre idée par rapport à cette problématique, une autre vue, un autre recul. Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. C'est parfois beaucoup plus compliqué et parfois on est beaucoup plus proche de l'aboutissement final et de la connaissance. Avant de nous quitter, on va quand même, oui, parce que j'allais complètement l'oublier, au début de mon intervention, je vais lu un avant-propos, de Jacques Vallée. Jacques Vallée, évidemment, est un acteur majeur dans le monde ufologique. Il est bien connu, évidemment. Et c'était extrait du Collège de l'Invisible. Je vous répète le passage. Les ovnis ne portent pas de masque. Ils sont exactement ce que nous voyons. Si seulement nous avions le courage de mettre les statistiques de côté et de regarder le phénomène en face, nous le comprendrions peut-être. Je pense que c'est en grande partie ce qui a déjà été fait et que le masque, en parlant de masque, est déjà un peu tombé. En attendant, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de votre attention et je vous fixe rendez-vous dans une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses. Salut. Au revoir.